Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Scully, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Voici un extrait tiré tout droit de 1987. C'était une belle année en matière de séries télévisées. C'était le lancement de Star Trek, la nouvelle génération, de Mariés deux enfants et de La fête à la maison. Mais que pouvait-on voir sur cette chaîne? Jetons-y un œil. Il n'y en a pas. Nous passons maintenant aux questions orales. Le chef de l'opposition. J'ai une question qui s'adresse au trésorier, Monsieur le Président. Je me demande si celui-ci pourrait revenir sur la conversation que nous avions eue la semaine dernière concernant la taxe ad valorem qui a causé, en fin de compte, que les automobilistes perdent un demi-million de dollars. J'aimerais savoir quels sont les avantages que vous voyez à une telle taxe. Le ministre. Monsieur le Président, je ne crois pas que le moment est venu pour parler des mesures concernant les taxes, mais si le leader désire en parler, je vais m'expliquer. Cette taxe ad valorem qui s'applique à l'essence indique que toute recette qui viendrait de cette taxe venait pas d'une décision de cette Chambre, mais uniquement du prix de l'essence. L'honorable député saura qu'après la position de la taxe ad valorem, que la taxe a plus que doublé, surtout à l'époque où c'était l'opposition qui était au pouvoir. Et moi, en tant que trésorier de l'Ontario, je pensais qu'un taux fixe de taxe pour l'essence, je crois qu'il s'agit ici de 8,3 sous le litre, serait donc imposé sur l'essence et que par conséquent, on pourrait mieux pouvoir estimer quelles seraient les recettes de cette taxe et que c'est seulement suite à des recommandations du gouvernement que l'on pourrait apporter des changements. On devrait également obtenir la signature du gouverneur général. Je ne cherche certainement pas à prêter des excuses. Je crois que ça reflète la réalité. Le chef de l'opposition, je crois que ce qu'il a indiqué, c'est que dans le fond, le taxe dépend, et je nettoie les mots, dépendait du prix de l'essence. Et par conséquent, le prix augmenterait ou baisserait en fonction du prix de l'essence. Mais dans ce cas-là, vous devriez nous en parler à la Chambre si cela se passe. Mais le trésorier devrait savoir que, dans le fond, il a le même genre de système pour le transfert des impôts fonciers. Tous ces taxes fonctionnent de la même façon. Mais le prix de l'essence cette année a baissé, comme tout le monde le sait, et par conséquent, ça n'a pas changé grand-chose. Mais d'un autre côté, le député savait à l'époque, et c'est encore aujourd'hui, que la marchandise qui augmente très rapidement en flèche est le prix du terrain. Par conséquent, avoir une taxe ad valorem sur une marchandise qui augmente rapidement est intéressante. Non seulement il a endossé le principe de la question de la taxe ad valorem, mais en plus, il était tout à fait d'accord. Ma question au trésorier est la suivante. Comment peut-il expliquer que si l'on baisse la taxe ad valorem sur l'essence, dans le fond, cela augmentait les recettes du gouvernement d'un demi-million de dollars par jour et que, dans le fond, on augmente la taxe de un demi-million de dollars par semaine, la taxe sur les impôts fonciers. Monsieur le Président, ces changements étaient approuvés par un vote de la majorité des députés ici. Par conséquent, il n'y avait rien qui soit antidémocratique de cette méthode. Ce n'est pas notre politique, ni c'était la politique de l'ancienne administration de consacrer des fonds spéciaux à sous certains chapitres. Nous avons
Nous savons que les frais d'assurer le transport dans certaines localités ont augmenté et l'augmentation a aussi touché les frais de services accordés à de nombreuses communautés dans l'Ontario, mais plus spectaculairement dans la région métropole de Toronto, et qui représente une des régions qui grandit le plus rapidement en Amérique du Nord. L'honorable député doit savoir que les frais, les coûts de ces services et la planification connexe, tels que les écoles, l'électricité, augmentent rapidement. Le député doit savoir aussi que nous avons la responsabilité de payer pour ces services et nous avons adopté des mesures qui ne sont pas toujours populaires. L'honorable député a parlé de 750 millions de dollars de plus par an à la suite des changements apportés par ce gouvernement. Ce chiffre est conservateur. Je ne pense pas qu'il s'agit de quelque chose de péjoratif ici. Nous pensons que nous sommes en train de remplir nos fonctions de manière adéquate. Monsieur le trésorier, soyons sérieux. N'invoquez pas la pauvreté comme si vous avez besoin de cet argent. Vous avez admis que vous avez un supplément de 400 millions de dollars. Vous avez aussi dit qu'il s'agissait là de prévisions assez conservatrices, que vous allez recevoir peut-être encore plus de revenus. Vous avez admis hier à la Chambre que le fonds de technologie de 100 millions de dollars ne sera pas dépensé aujourd'hui. Par conséquent, vous allez avoir un surplus de 99 millions de dollars, étant donné que vous avez dépensé seulement 1 million de dollars. Alors, soyons sérieux, ne parlons pas. Quand on parle de la nécessité d'exploiter les automobilistes, alors ma question est celle-ci. Compte tenu de l'augmentation énorme des revenus que vous avez, étant donné que vous avez admis que ces revenus, ces augmentations étaient inattendues, vous avez 99 millions de dollars plus 1 million de plus en supplément. Êtes-vous prêt à changer l'application de ce principe de deux poids, deux mesures que vous avez concernant la taxe ad valorem sur l'essence qui vous rapporte 1,5 million de dollars par semaine? Monsieur le Président, les changements dans la taxe qu'il critique si sévèrement n'ont pas entravé le développement économique de la province. Cela a eu lieu d'une façon très spectaculaire. Je ne me flatte pas de ces événements, mais je dois dire que les politiques du gouvernement n'ont pas empêché cette expansion et que les augmentations de revenus sont les bienvenues. Il reste que nous voulons utiliser l'argent de la manière la plus progressiste en finançant des programmes qui n'avaient pas reçu les fonds nécessaires dans le passé. Je dis qu'on devrait augmenter le financement pour l'éducation secondaire et élémentaire. Et comme les honorables députés ont dû le remarquer, on nous a félicité des mesures que nous avons prises. Les gens qui reçoivent ces fonds sont peut-être plus objectifs que le chef de l'opposition. À l'ordre, nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, qu'envers ce dossier que le trésorier a reçu, a pensé qu'une augmentation de taxes d'1 million de dollars ne suffit pas. Nous allons en parler plus tard. Ma question s'adresse au ministre du Logement. Le ministre du Logement va se rappeler que quand il est entré en fonction, il avait annoncé immédiatement qu'il va s'occuper des maisons à Malvern qui sont situées sur des terrains radioactifs. Est-ce qu'il peut nous dire comment est-ce qu'il justifie la situation où, plutôt que d'acheter les 100 maisons de cette région, il a accepté d'acheter 40 et dans certains cas, il a accepté d'acheter la moitié d'une maison en copropriété, alors que est-ce qu'il y a une ligne de séparation si nette que vous êtes prêt à acheter une maison seulement? Monsieur le Président, l'honorable député parle d'une situation
qui existe depuis longtemps et son gouvernement n'avait rien fait. Et quand on a commencé à traiter de cette question, plutôt eux, ils n'avaient pas voulu traiter de cette question parce qu'ils avaient peur de la controverse. Et l'achat a été dicté par des scientifiques, des personnes qui connaissaient bien la situation dans des régions où le taux de radioactivité était plus élevé. Par conséquent, il y avait 40 maisons dans de telles situations. En ce qui concerne la moitié d'un bâtiment, je ne suis pas tout à fait au courant de cette situation et je vais l'étudier en détail. Monsieur le ministre, ce sont vos mandats. Vous avez dit que vous allez résoudre le problème. J'ai le plan des maisons que vous avez décidé d'acheter et des maisons que vous n'avez pas décidé d'acheter. Dans certains cas, il y a des maisons en rangée que vous avez décidé d'acheter et d'autres maisons que vous n'avez pas accepté d'acheter. Vous avez vu, dans ce cas-ci, il y a un terrain de 40 pieds que vous n'avez pas voulu acheter, alors que dans une maison à côté, vous avez dit vous allez l'acheter. Pour compliquer le problème, vous avez décidé de louer la maison que vous avez achetée et vous avez invité une autre famille à venir habiter là-dedans. Ma question au ministre, sur la moitié d'une maison que vous avez décidé d'acheter, vous annoncez maintenant que ces maisons sont à louer et que vous dites que si les gens veulent bien acheter ces maisons, vous serez heureux de la vendre. Et une copie du sondage sera disponible. Ma question pour le ministre, c'est comment pouvez-vous justifier ce principe de 2 poids, 2 mesures? Vous voulez acheter les maisons, maintenant vous voulez vendre les maisons. Il n'y a pas de principe de 2 poids, 2 mesures. L'honorable député doit savoir qu'en tant que gouvernement, nous pensons toujours que ce taux de radioactivité ne présentait pas de danger. C'est ce que je vous ai dit. C'est une décision de scientifiques qui connaissent bien le problème. Il ne s'agit pas de mes propres conclusions, c'est la conclusion des experts. Comme j'ai dit, ces résidents, Monsieur le Président, n'ont pas de solution. Nous leur proposons une option. Nous n'avons rien à cacher. Nous avons rendu public, nous avons mis à leur disposition les résultats afin qu'ils puissent prendre la décision. Et nous pensons toujours qu'il n'y a pas de danger. Malgré la logique du chef de l'opposition, c'est que nous devons aussi acheter les autres maisons à côté de celles qui ont un faible taux de radioactivité. Est-ce qu'il veut dire que nous devons acheter toutes les maisons, peut-être pas 40 ou plutôt 80, et où est-ce qu'on s'arrête? À l'ordre. Dernière question supplémentaire. Je voudrais dire quelle est notre position. Notre position, c'est que vous avez acheté 40 de ces maisons. La plupart de ces maisons sont maintenant vides. La plupart de ces personnes ne peuvent pas vendre leur maison parce que vous ne l'avez pas acheté et qu'ils habitent dans un lotissement désert et vide à la suite de vos actions. Et je peux vous dire que vous avez laissé les 60 autres maisons abandonnées et sans protection. Je voudrais poser cette question. En réponse à cette annonce dans le journal, nous avons envoyé quelqu'un rendre visite au gouvernement et nous avons demandé une copie du sondage de l'étude radiologique pour les maisons que vous dites qui sont sans danger. C'est ce qu'on nous a appris. On a dit que le rapport comprend du langage technique qui, en tant que cacheteur éventuel, nous ne serons pas en mesure de le comprendre, je cite, et en fin de compte, vous n'avez pas vraiment besoin de ce rapport. Par conséquent, ma question au ministre est comment pouvez-vous expliquer
le fait que vous avez laissé 60 propriétaires de maisons dans une région abandonnée. Et ensuite, pour les gens qui essayent d'aller acheter les maisons, vous leur dites que le rapport est trop technique, ils ne comprendraient rien. Monsieur le Président, je suis très heureux, Monsieur le Président, qu'il est grand temps que ce parti a décidé d'envoyer quelqu'un pour faire une enquête. Pendant des années, ils étaient restés assis là, ils n'ont rien fait. Et maintenant, il dit, Monsieur le Président, que parce que nous avons essayé de régler ce problème et nous avons accordé une possibilité de faire quelque chose à ces propriétaires de maisons, vous n'avez rien fait pendant des années. Nous maintenons toujours que le sol ne présente pas de danger. Encore une fois, Monsieur le Président, la raison pourquoi nous avons donné à ces personnes cette possibilité, c'est nous pensions qu'ils n'avaient pas d'autre solution à cause du prix qui a baissé. Nous avons... Monsieur le Président, vous remarquez la même attitude quand ils ont mené une certaine enquête sur le sol radioactif. Ils n'ont pas écouté les opinions des résidents. Nous avons pris des mesures et nous allons continuer à prendre les mesures nécessaires. Nouvelle question à l'ordre. Nouvelle question, le député de York Sud. Nous devons faire appel à Tom Wells de nouveau pour servir de médiateur à cette dispute. Ma question aussi s'adresse au ministre du Logement. Je me demande s'il peut expliquer pourquoi John Woodford, qui est un locataire à Oakville, à 1229 Marbert Court, qui, au terme du projet de la loi 61, doit payer une augmentation de loyer de 18,1 % à partir du 2 mars parce que l'augmentation lui a été communiquée le 2 décembre 1986. Pouvez-vous dire à M. Woodford pourquoi est-ce que votre ministère l'a averti que, quelles que soient les conclusions de la Commission sur la révision des loyers, il doit payer une augmentation de 18,1 % d'augmentation le 2 mars. Monsieur le Président, le député a parlé d'une situation où, je suppose, il y a des particuliers qui habitent dans des bâtiments construits après 1975 qui n'étaient pas compris sous le contrôle de loyer. Vous avez vu que la personne a reçu cet avis le 2 décembre 1986 et l'avis qu'il a reçu concernant l'augmentation de 18,1 %, il devrait le payer. Et dès que le propriétaire fait une demande pour cette augmentation et le défend devant la commission de révision de loyer, ce propriétaire devrait justifier cette augmentation. L'autre point que vous avez soulevé, pourquoi est-ce qu'il doit payer cette augmentation, c'est que lui-même, Monsieur le Président, si on accepte le pourcentage de 5,2 %, si le propriétaire n'obtient pas cette augmentation de 18,1 %, le locataire aura droit à un remboursement. M. Woodford devra accorder un prêt sans intérêt à son propriétaire à la suite de la loi que vous et Bill Grenier ont signée. Peut-être vous pouvez aussi expliquer aux locataires, dont la plupart sont des personnes âgées, qui habitent à 82 Millside Drive à Milton, en Ontario, qui ont aussi reçu des avis d'augmentation de loyer vers la fin de 1986, le disant que l'augmentation va prendre effet bientôt. Est-ce que vous voulez dire que ces personnes aussi devraient verser un prêt sans intérêt à leur propriétaire parce que vous ne voulez pas défendre leurs intérêts? Pas du tout, Monsieur le Président. Ce n'est pas vrai de dire que nous ne voulons pas protéger les locataires.
Je crois que nous avons fait passer une loi très juste qui avait reçu l'approbation de propriétaires et de locataires. Il y a eu d'autres cas où les locataires, où une demande serait faite par le propriétaire pour une augmentation de loyer. À ce moment, le propriétaire pourrait dire qu'il y a de l'intérêt à payer sur le montant payé au propriétaire. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se répéter. Je crois que c'est du fait que c'est à la suite de l'adoption de la loi que les locataires se trouvent dans cette situation. Expliquons alors aux locataires qu'est-ce qui se passe. Par contre, il y a tellement de confusion au sein de votre ministère qu'un locataire a dû téléphoner à M. Reville, notre critique, parce qu'il pensait que M. Reville aurait une meilleure idée de ce qui se passe. Peut-être qu'il avait raison. Est-ce que ce que le ministre veut dire, c'est qu'un propriétaire d'un bâtiment construit après 1976 veut avoir un certain montant, un prêt sans intérêt, tout ce qu'il doit faire, c'est demander une augmentation supérieure au taux adopté par la Commission des loyers, et le propriétaire peut dire soit vous payez cet argent, soit vous risquez d'être chassé de votre appartement. Est-ce que le ministre ne comprend pas cette injustice et est-ce qu'il peut nous dire pourquoi ils ne veulent pas apporter des modifications au projet, à cette loi que nous adoptons en 24 heures afin d'éviter ce type de vol à main armée que vous encouragez? Monsieur le Président, j'espère que l'honorable député comprenne cette situation. Un avis d'augmentation ne veut pas dire que le locataire doit payer. Le propriétaire, Monsieur le Président, doit défendre cette augmentation devant la Commission des loyers. Et vous savez aussi, et l'honorable député le sait aussi, que le propriétaire doit donner des raisons pourquoi il veut cette augmentation. Ce locataire devra habiter dans un bâtiment qui a été construit après 1975. Le propriétaire ne peut tout simplement pas donner un avis d'augmentation. Simplement, il devra justifier cette augmentation. Nouvelle question, le député de York Sud. Le ministre n'est pas au courant des faits, mais en tout cas, il va recevoir d'autres informations là-dessus. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Le ministre doit être au courant d'un déversement qui a eu lieu dans la rivière Sinclair. Et il y a eu un demi-million de litres de produits chimiques pollués de CIL. Peut-il me dire pourquoi le ministre de l'Environnement n'a pas averti soit les officiels du ministère à Wallaceburg ou d'autres personnes qui sont concernées par l'alimentation en eau? Je me souviens d'avoir vu le rapport et je crois savoir qu'il y a eu un avis donné à la suite de cet incident. Le député semble avoir reçu des informations différentes, mais moi je dis ce qu'on m'avait dit. Je crois qu'on avait fermé des tuyaux de cette usine. Peut-être que le député a d'autres informations et je serais très heureux de mener une enquête si jamais ils veulent me confier ces informations. L'ingénieur de la ville a été informé et le commissionnaire des eaux aussi a été informé. Le ministre doit savoir que des membres élus de Wallaceburg, les conseillers, n'étaient pas informés, ni le public en général. Voilà les faits de la situation. En guise de questions supplémentaires, je me demande s'il peut nous dire pourquoi il n'a pas encore conclu, qu'il n'a pas pris une décision à propos d'un problème qui existe depuis plus d'un an,
à savoir la construction d'un pipeline afin que la population de Wallaceburg ne doive pas dépendre de la rivière Sainte-Claire pour leur eau. Quand est-ce que la population de Wallaceburg peut s'attendre à ce que le gouvernement de l'Ontario prenne des mesures en ce qui concerne l'alimentation en eau et la construction d'un nouveau pipeline? Le ministre, comme le leader du troisième parti le sera, l'Ontario a certainement promis de participer d'un point de vue financier à ce projet, si on l'a fait. Et il est important que vous connaissiez exactement les faits. À Wallaceburg, on a déclaré qu'il y allait avoir aide financière. Et ce que j'ai dit, en fait, c'est que aux municipalités, qu'on pourrait obtenir une certaine aide pour une portion de ces dommages. On pourrait, par exemple, en parler avec le gouvernement fédéral et que j'allais l'appuyer. Par conséquent, le gouvernement provincial a promis de le faire et je ne sais vraiment pas pourquoi le député suggère que ce n'est pas le cas. Dernière supplémentaire, député de Lakeshore. Monsieur le Président, j'aimerais demander au ministre ce qui s'est passé à toutes ces promesses concernant l'eau. En 85, lorsque j'ai proposé une loi sur l'eau potable, le ministre a indiqué qu'il allait faire quelque chose pour qu'on ait une loi qui demanderait qu'on avise les personnes que leur eau potable est contaminée afin que les citoyens peuvent eux-mêmes décider de si l'eau potable l'est ou pas et s'ils peuvent la boire ou pas. Le ministre peut-il expliquer pourquoi celui-ci n'a pas du tout agi, n'a pas du tout légiféré pour qu'on puisse obtenir la garantie d'eau potable en Ontario? Le ministre, je crois que le député, pense, et c'est parfaitement son droit, que la loi va avoir certains effets en Ontario, c'est-à-dire qu'on obtiendra de l'eau potable. La stratégie adoptée est de nous assurer que, premièrement, on puisse déterminer quelles sont les sources de contamination dans la province et certainement, nous sommes en train de nous acharner là-dessus. Et je suis sûre que le député comprend qu'il s'agit là des aspects importants de cette question et je vais la relier à ce qui a été posé par le leader de l'opposition. Je sais qu'elle aimerait que j'explique. Nous avons également un programme sur pied qui continue à effectuer des tests sur l'eau pour déceler s'il y a des contaminations ou pas. D'autre part, le service de l'environnement du programme a mis sur pied un autre type de programme qui cherche à obtenir l'amélioration non seulement de l'équipement de ces usines d'épuration d'eau, mais également de la formation du personnel de ces usines pour que ce soit plus efficace. Par conséquent, en Ontario, nous œuvrons dans cette direction et cela incombe au ministre de l'Environnement de donner les renseignements et nous sommes toujours prêts à le faire. Député de Brantford, nouvelle question. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Celui-ci sait que lorsque le trésorier a parlé de Exploracom et qu'Exploracom n'obtiendrait pas les fonds, le Premier ministre a indiqué qu'on avait basé la décision sur des vérifications qui venaient de l'extérieur. Or, on a même indiqué que si on pouvait obtenir 17,5 millions de dollars, ça ne suffirait pas et qu'il faudrait plus que 17,5 millions de dollars. Tout ceci n'est peut-être pas clair au Premier ministre parce que l'année dernière, on a déclaré ceci. Et je me demande si vous pourriez nous indiquer la nature de cette vérification externe, qui l'a effectuée, à quel prix, et seriez-vous prêt à le déposer ou la déposer à la Chambre? Nous avons déjà discuté de ces questions à la Chambre et j'ai pu y indiquer aux députés d'en face que, comme nous l'avons dit, plusieurs vérifications externes ont été menées. Il y a eu des avocats et d'autres conseillers. Et je ne comprends pas comment nous pouvons tirer cette question plus au clair qu'elle ne l'est déjà. Êtes-vous contre? Êtes-vous pour? Est-ce que vous voulez qu'on nous se désiste ou quoi? Quelle est votre position à l'égard de cette situation? En guise de supplémentaire, Monsieur le Président, la question s'adresse au Premier ministre. Étant donné votre manifeste mauvaise gestion de cette question, étant donné qu'il y a maintenant 42 employés à Exploracom qui parlent de pertes, cette question pourrait fort bien coûter de l'argent aux contribuables. Nous, les députés de cette Assemblée,
l'Assemblée avons le droit de savoir sur quoi on s'est appuyé pour prendre de telles décisions. Le premier ministre pense que ce n'est pas nécessaire, mais nous, à la Chambre, pensons que c'est le cas. Allez-vous, oui ou non, déposer ces vérifications? Le ministre, comme je l'ai dit déjà, nous vous avons fourni les renseignements auparavant et je suis prêt à divulguer tout ce qu'il faut à la Chambre et à vous dire donc ce qu'il en est. Et comme le trésorier l'a dit il y a quelque temps, il semblerait, d'après les vérifications externes, que la conclusion serait qu'on ne pourrait pas obtenir de décision tout de suite et qu'en plus, il y avait des difficultés de gestion. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision qu'on a prise et c'est la bonne décision à notre avis. Nouvelle question. Le député de Riverdale. La question s'adresse au ministre du Logement. Voyons si on pouvait traiter l'offuscation en ce moment. Je veux parler des gens de Milton qui habitent dans des tours. J'aimerais que le ministre comprenne ce qu'il a autorisé pour ces personnes. Le 31 décembre 1985, ces propriétaires payaient 500 $ par mois. Le 1er janvier 1987, le ministre a fait de telle sorte qu'ils doivent payer désormais 632,50 sous par mois. Autrement dit, une augmentation de quelques 36 sous donc. Est-ce qu'il nous peut expliquer quelle est la source de cette augmentation? 26 % d'augmentation, donc. Est-ce que, d'ici le moment qu'on ait cette question en appel, ces locataires auraient donné sans intérêt pendant 21 mois la somme totale de 132,50 $ par mois. Ma question que je pose au ministre est la suivante. Est-ce qu'il y a une façon quelconque par laquelle il peut expliquer une telle absurdité alors que, soi-disant, il se fait le porte-parole des protecteurs des locataires de l'Ontario? Cette situation devait venir en aide à tous les locataires qui habitaient dans les logements locatifs privés dans la province. Ces logements locatifs-là, comme le député le sait, ne faisaient pas partie du programme de révision des loyers. Nous avons clairement indiqué qu'à partir de 85, ce serait rétroactif pour l'année 85 et qu'il y aurait une augmentation de 4 % jusqu'à ce que le projet de loi 51 soit adopté. Comme vous savez, par notre processus démocratique, nous nous sommes rendus partout dans la province et avons élaboré des principes directeurs. Et on a décidé qu'il faudrait tenir compte également de l'inflation. Ceci a été indiqué avant le 7 mai que ce serait de 5,2. Monsieur le Président, ces locataires, comme le député l'a indiqué, et quel que soit le pourcentage que vous avez indiqué, ceci sera rétroactif lorsqu'ils se rendront en cours à partir de 85 et ce sera au taux de 5,2 %. Si ce propriétaire est en mesure de justifier une augmentation plus grande que ceci, alors là, dans ce cas-là, les locataires auront un remboursement. Ma supplémentaire s'adresse au ministre et la voici. Comment le ministre peut-il s'imaginer qu'il va trouver les gens qui habitent Millside Towers et pour leur dire qu'il les a protégés alors qu'ils vont se faire évincer en quelque sorte pour des raisons économiques? Comment est-ce qu'il va expliquer une augmentation de 26 %? Est-ce qu'ils ont obtenu une augmentation semblable en revenus? Pourquoi est-ce qu'il condamne la sortie financière de ces locataires? Le ministre, si je pensais que c'était le cas, je n'aurais pas rendu cette mesure rétroactive. Et si tel était le cas,
j'aurais pas proposé une norme d'environ 4 %. Or, en décembre 85, c'était rétroactif. Par conséquent, cela ne coûterait rien à ces locataires après ce moment-là en supplémentaire. J'aimerais indiquer que ces locataires savaient bien après le 1er janvier quelle serait la situation. Par conséquent, ce n'est pas une expulsion économique. C'est en fait une mauvaise présentation de la part du troisième parti. Nous cherchons bien et bien à veiller aux intérêts et à la protection des locataires. Nouvelle question, le député de Brampton. Monsieur le Président, je parlais avec l'un des adjoints parlementaires du député de Sudbury East et beaucoup de mes citoyens obtiennent des contraventions de la part de la police parce qu'ils doivent stationner pour pouvoir avoir accès au Go Transit. Et j'aimerais parler de ceci au ministre des Transports et Communications. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire afin d'obtenir plus de stationnement pour mes commettants dans ma région? Le ministre. Monsieur le Président, je suis fort intéressé par la préoccupation du député de Brampton pour l'amélioration des services par Go Service. Par contre, j'ai été étonné de la déclaration de Sudbury East concernant des contraventions distribuées à son personnel ou des amis pendant l'heure du dîner. Le problème est un problème que beaucoup de stations connaissent sur le réseau Go Service et c'est l'utilisation de ces services par le public. Certains des problèmes ont su être corrigés et je puis assurer le député de Brampton que je vais veiller personnellement à ce qu'on en discute avec Go Transit pour qu'on puisse remédier à ce problème dès que possible et pallier à ce problème qu'il a soulevé. Nouvelle question. Député de Brantford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, nous ne sommes pas du tout contents de ce côté-ci de la Chambre pour la réponse que vous avez donnée. Je vais répéter ma question. Vous avez quelques 200 millions de dollars en dépenses pour personnel et ressources à un ministère. Il semblerait que ceci ne suffise pas pour le projet Explorer Current. Par conséquent, vous avez une revue externe, une vérification externe qui coûte en plus et vous n'êtes pas prêt à déposer ceci à la Chambre. Le Premier ministre n'est-il pas prêt à tenir parole, ouvrir le gouvernement et déposer ces documents à la Chambre? Inaudible, micro pas branché. Nous sommes certainement d'accord avec vous. Nous savons tous les deux la fonction dont nous fonctionnons, c'est-à-dire que nous devons parfois consulter à l'extérieur pour prendre une décision. On peut faire tout ce que vous voulez, on pourra en discuter en comité. Moi, je ne vois aucun problème. Nous cherchons à protéger les intérêts du public et ce que nous faisons. Et nous cherchons à veiller aux intérêts. Parfois, nous sommes obligés de prendre les décisions très dures que nous sommes obligés de prendre. Et parfois, nous sommes obligés de les prendre parce que nous devons corriger les problèmes que nous avons hérités de votre part. Supplémentaire. Étant donné que nous n'avons pas d'autres renseignements, que le chef du gouvernement de l'Ontario, gouvernement soi-disant ouvert, ne partage pas, nous pensons que vous, en tant que chef de gouvernement, avez décidé d'obtenir ces 17 millions de dollars pour pouvoir le donner à un de vos amis. Vous savez fort bien quelle image que cela donne et pourtant vous refusez de partager ces renseignements avec la Chambre. Ceci n'est pas acceptable et cela manque beaucoup de tact. Vous devriez tout de suite déposer ces documents à la Chambre pour que nous soyons tous au courant. Député, nouvelle question? À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre.
À l'ordre. Le député de Brantford voudrait-il prendre place? Nouvelle question. Député de Hamilton-West. Rappel au règlement? Oui, nous n'avons pas entendu la réponse du Premier ministre. Et je suppose que nous, on doit supposer qu'il n'y a pas, dans le fond, de vérification externe. Alors, il ne s'agit pas du tout un rappel au règlement. Non, il n'y a rien dans les rappels au règlement qui stipule que quiconque doit répondre à une question. À l'ordre. À l'ordre. Les honorables députés voudraient-ils bien donner la parole au député de Hamilton-West, lui permettre de poser sa question? Le député. Monsieur le Président, question pour le ministre de l'Éducation. Ce matin, j'ai lu le rapport de la Commission Roy qui a proposé un conseil scolaire pour la région de Carleton-Ottawa. Les néo-démocrates voulons rassurer la communauté franco-ontarienne de notre appui dans ce dossier. I wonder if the minister recognizes, as I'm sure he must, that this Je me demande si le ministre comprend qu'il s'agit d'une situation très complexe avec beaucoup de conséquences et beaucoup de ces conséquences sont financières. J'aimerais lui poser la question suivante. Va-t-il déposer un projet de loi dans la session du printemps qui va pouvoir tenir compte de l'échéancier de la Commission et peut-il nous assurer maintenant qu'il va offrir non seulement les ressources financières pour offrir la qualité de l'éducation pour les francophones de la commission scolaire, mais également les ressources financières nécessaires pour les autres commissions pour que ces commissions puissent, elles aussi, faire les transitions sans avoir de pertes. Eh bien, Monsieur le Président, j'aimerais remercier l'honorable député de Hamilton-West d'avoir posé la question et de parler du fait qu'aujourd'hui, à Ottawa, on a publié le rapport du Comité consultatif sur l'éducation. Ce comité a proposé plusieurs recommandations, a donné des conseils aussi, en quelque sorte, et je puis assurer aux députés que cette semaine, j'ai reçu ce rapport, je l'ai scruté et je vais certainement passer du temps à l'analyser ainsi que discuter avec mon ministère et je puis assurer le député que ce ministère tient à sa promesse et va certainement obtenir une commission dans la région de Ottawa-Carleton qui soit francophone d'ici 88, pour l'automne 88, et j'espère pouvoir proposer une telle loi d'ici peu afin que tous les membres du comité puissent évaluer la nouvelle initiative que ce gouvernement est en train de prendre concernant la question de l'éducation en français dans certaines régions, comme par exemple la région de Ottawa-Carleton. J'espère qu'on pourra discuter de ce projet de loi et de ses ramifications. Député d'Ottawa-Centre, merci, Monsieur le Président. J'aimerais demander au ministre, compte tenu que le comité a souligné les problèmes financiers que connaissent certaines commissions scolaires de la région, maintenant que la commission scolaire francophone a été établie, j'aimerais poser encore cette question. Quel type d'engagement financier est-ce que vous voulez bien prendre pour les commissions scolaires de la région d'Ottawa et quelle assurance est-ce qu'il peut donner à la population d'Ottawa-Carleton, étant donné qu'il n'y a aucune recommandation dans le rapport du comité consultatif? Monsieur le Président, à la députée d'Ottawa-Centre, je peux dire que le montant spécifique de ce rapport, ou plutôt la teneur de ce rapport, concerne plutôt la création de la commission scolaire. Et les détails seront étudiés au cours des mois à venir. Il y a eu nous avons reçu un rapport d'un autre comité aujourd'hui. Je m'attends à recevoir des conseils des députés d'Ottawa-Centre et de Hamilton-West qui s'intéressent beaucoup à cette question.
Une nouvelle question. Le député de Scarborough-Centre, Monsieur le Président, je suis très heureux de voir que le ministre de l'Éducation reconnaît qu'on a déposé un rapport important aujourd'hui. C'est peut-être une nouvelle tactique de ce gouvernement qui a l'intention d'annoncer de nouvelles initiatives un peu partout, sauf en Chambre, afin d'éviter qu'on leur pose des questions. Eh bien, j'ai une question pour vous. La première recommandation de ce comité, j'aimerais qu'on le verse ce dossier. Le comité recommande que la commission scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton comprend 2 sections. Une section pour des écoles catholiques et une division pour les écoles publiques. Est-ce que vous êtes en faveur de cette recommandation? Permettez-moi de dire d'abord que j'apprécie que le député reconnaît qu'il s'agit là d'un gouvernement ouvert. Cela, Monsieur le Président, je voudrais dire, Monsieur le Président, cette attestation représente un contraste vraiment particulier de la déclaration du chef du Parti conservateur tel que le présente le Hamilton Spectator, où on cite que le chef de l'opposition avait déclaré aux médecins de Hamilton comment traiter avec Alston, mais en l'absence des journalistes. Ce n'est pas là la politique que nous adoptons. Je voudrais dire à mon ami de Scarborough-Centre que le rapport aujourd'hui comprend quelques 74 recommandations qui sont toutes très intéressantes et importantes et qui seront étudiées très soigneusement par le ministre et le gouvernement au cours des mois à venir afin que nous puissions mettre sur pied une commission scolaire de langue française dans la capitale en 1988. Question supplémentaire, le député de Carleton-Grenville. Malgré le refus du ministre de l'Éducation de répondre à la question, il a parlé de la recommandation dans son communiqué de presse. D'après ce rapport, le nombre de conseillers qui seront élus dans chaque division de la commission, c'est-à-dire les écoles séparées et les écoles publiques, ne sont pas égales. Un groupe sera plus représenté que d'autres. Le rapport dit que le groupe au total va décider de l'orientation. Pourquoi est-ce que la majorité de la commission confiait des pouvoirs aux sections moins importantes si cela va diminuer le pouvoir de section? Ma question est celle-ci. À l'ordre. Est-ce que l'honorable député veuille bien s'asseoir? La question a déjà été posée très clairement. Monsieur le Président, je voudrais dire à mon collègue de Manatee que j'apprécie le fait qu'il s'intéresse à ce rapport. En tant que député de la région de la capitale nationale, lui aussi, il va étudier soigneusement le rapport comme moi je vais le faire dans les semaines à venir. Nous allons étudier l'aspect spécifique. Nous allons étudier le conseil donné par les auteurs de ce rapport et nous allons passer les prochaines semaines à préparer le projet de loi. Et je peux assurer à l'honorable député que nous allons tenir compte des recommandations de ce rapport ainsi que des recommandations émanant des communautés concernées. Et cette Assemblée va bien sûr étudier les problèmes soulevés par le député ainsi que par d'autres députés aujourd'hui. Nouvelle question, le député de Hamilton-Ouest. Monsieur le Président, j'ai une question sur un autre sujet destiné au ministre de l'Éducation. Ce matin, j'ai appris que le comité des octrois de son ministère n'a pas recommandé, a en fait opposé l'octroi des fonds à un groupe qui veut filmer un documentaire sur des étudiants, un groupe qui s'appelle SAGE. Je voudrais attirer son attention à une étude
d'un professeur de McMaster où il a dit que dans des communautés partout dans ce pays, la seule question qui intéresse les étudiants le plus, c'est l'annihilation nucléaire. Et cela prend la deuxième. Toute autre question est secondaire. Après la mort de leurs parents, en plus de l'annihilation nucléaire. Est-ce que le ministre ne pense pas que ce soit nécessaire de financer un outil très indispensable pour la communauté? L'honorable député a soulevé cette question en privé. Je voudrais l'indiquer que certainement le ministre, en tant que ministre de l'Éducation et au nom du gouvernement, je crois qu'il y a un rôle très important à jouer afin d'assurer que nos jeunes sont au courant de ces questions. C'est ce que nous faisons actuellement et je vais étudier la suggestion très soigneusement afin de décider qu'est-ce que nous pouvons faire en vue de répondre à sa demande en particulier. Je n'ai pas les dossiers avec moi concernant le fonds de développement, mais je vais voir s'il serait possible d'adresser cette question d'une autre méthode et je peux lui donner une réponse très prochainement. Question supplémentaire. J'apprécie le fait que le ministre va s'atteler à cette tâche et j'espère pouvoir recevoir une réponse bientôt. En automne dernier, nous avons reçu un rapport d'une 3e commission scolaire dans la province et on parle de l'établissement d'un programme de cours sur le nucléaire. On l'a fait à Ottawa, à Toronto et à Kitchener-Waterloo. À ce moment, le ministre avait indiqué qu'il va surveiller ce programme soigneusement et va étudier la possibilité de recommander ce programme à d'autres commissions scolaires dans la province. Quand j'ai demandé au ministre s'il a vraiment surveillé ce programme ou est-ce qu'il a recommandé ce programme à d'autres commissions scolaires, oui, le ministre a étudié ce programme et je peux l'indiquer maintenant. Je suis heureux de voir que mon collègue de Nickel Belt essaie de participer, peut-être de façon lamentable, à la période de questions. Je ne sais pas pourquoi les membres des néo-démocrates s'inquiètent de l'au-delà. Est-ce qu'ils ont peur de l'autre consultation? J'étais à Chapleau récemment et je dois dire que, à l'ordre, vous avez une réponse et je vais lui donner une réponse plus claire, plus précise à propos de sa question. Nouvelle question, le député de Simcoe Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de Logement. D'après le rapport dans les informations, le montant accordé à la ville de Barrie, d'après votre programme Enterprise, a été retiré du marché. Il existe un taux de disponibilité de 0% dans mon comté. Est-ce que le ministre ne pense pas qu'il devrait réviser les prévisions de ce rapport ce matin? Monsieur le Président, Barrie est une région qui souffre beaucoup de ce manque de logements locatifs. Nous faisons de notre mieux, Monsieur le Président, pour régler ces problèmes de logements locatifs à prix abordable. Je ne suis pas sûr si... Je ne sais pas pourquoi ces logements ne répondent pas aux critères. Je vais faire une enquête et je peux vous donner d'autres renseignements plus tard. Monsieur le Président, je suis sûr que les résidents de Barrie seront rassurés par cette réponse. Mais cela n'explique pas pourquoi les agents dans l'immobilier de Barrie demandent des conseils pour ce nouvel immeuble d'appartement. Entre-temps, peut-être le ministre
peut nous dire pourquoi vous avez l'intention de remplacer les 8 unités de la Société de logement de l'Ontario de Glen Hill Drive? Ces unités ont disparu à la suite de l'échec de votre programme. Le truc de 310, Encore une fois, Monsieur le Président, je peux étudier cette question et je vais étudier le rapport avant de donner une réponse complète à l'honorable député. Mais je peux vous dire que dans la politique de mon ministère, nous avons dit que nous voulons avoir davantage de logements locatifs pour des gens qui attendent depuis des années et des années. Nouvelle question, le député de Hamilton Est. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Le ministre de la Santé devrait être au courant que le rapport du comité sur le centre de rééducation a été accepté et a fait des recommandations à votre gouvernement le 5 juillet 1985, mais depuis, il n'y a pas de mesure de prise. Il y a eu beaucoup d'appels qui ont été faits au ministère du Travail et je me demande si le ministre peut dire quand est-ce qu'il compte prendre des mesures nécessaires. Eh bien, Monsieur le Président, l'honorable député avait indiqué que les soumissions étaient faites au gouvernement. Je peux me renseigner sur ce qui s'est passé et à ce moment, je peux dire à l'honorable député que je ne peux pas lui donner les renseignements qu'il cherche actuellement, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir afin de savoir qu'est-ce qui est devenu de cette demande, et cela au sein de mon propre ministère et au sein des autres ministères. Je ne veux pas être provocateur, mais d'ici la fin d'août, on se demandait à qui est-ce qu'il faut s'adresser. Et en fait, on a averti le président de la section syndicale 1005 qu'il va y avoir une réunion. Et cela se passait vers la fin du mois d'août. Rien ne s'est passé depuis. Et c'est une des raisons pourquoi je demande plus de précision. Je peux dire à l'honorable député que je m'intéresse beaucoup à ces questions, mais je peux dire que nous avons une obligation de partager ces responsabilités avec les autres ministères quand il y a une demande de financement ou quand il s'agit de l'établissement de programmes qui touchent d'autres ministères aussi. Nous allons coordonner nos efforts. Je ne peux pas vous dire. Je dois attendre les communications que je vais obtenir des autres ministères. Je vais parler avec l'honorable ministre du Travail et cela sera fait dès qu'il revient, dès qu'il rentrera après son opération. Et nous allons contacter le député de Hamilton Est et nous espérons pouvoir discuter de demandes qu'on a reçues au mois d'août l'année dernière. Nouvelle question, le député de York Centre. Ma question s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce. Pourquoi est-ce que le ministre ne propose pas une période transitoire pour les acheteurs de nouvelles maisons? Je remercie le député pour sa question. La raison pourquoi je ne le fais pas, c'est que je risque d'être lapidé par de nombreux constructeurs. On dit que les problèmes qui ont lieu n'ont lieu que dans quelques régions seulement. Il y a d'autres régions dans l'Ontario où les constructeurs essaient de vendre leur maison, ils essayent de payer leur hypothèque, de rembourser les prêts. Ce que vous suggérez maintenant, c'est un problème qui touche un petit nombre de gens. Nous essayons de régler ces problèmes, mais je crois que si nous adoptons cette méthode, ce sera une méthode trop difficile, trop dure. Je ne sais pas qui c'est qui va essayer de vous lapider, mais parce qu'ici, nous n'avons pas du tout cette intention.
Je suis très heureux de pouvoir l'entendre. Je vais vous demander que, compte tenu qu'il y a une période de 10 jours, une période d'attente de 10 jours pour une personne qui achète une habitation en copropriété, le permettant de discuter avec d'autres personnes afin de décider s'ils avaient pris la bonne décision. Si vous pouvez le faire pour ces personnes, pourquoi ne pas le faire pour les personnes qui font peut-être le plus grand investissement de leur vie lorsqu'ils achètent une maison? Le député doit savoir que quand vous achetez un logement en copropriété, vous avez une situation différente. Il y a la période d'attente pour l'inscription ou l'enregistrement. Il y a des cas où peut-être cela n'aura jamais lieu. Nous nous trouvons dans une situation où il y a une grande demande pour les maisons en Ontario. Et vous avez vu ce qui s'est passé au cours des dernières semaines depuis notre déclaration sur le programme de garantie sur la nouvelle maison avec les mises en garde de l'industrie de la construction elle-même. Je crois que nous sommes en train de régler la plupart des problèmes. Il existe encore quelques problèmes, mais au sens large du mot, nous avons réglé la plupart des problèmes.